Le document paru récemment dans la revue Hygiène qui fait état des recommandations sur le risque infectieux chez le patient immunodéprimé et alors, l'objectif de ces recommandations et le rationnel de ces recommandations, c'était de prendre en compte les modifications des pratiques professionnelles, à savoir l'introduction de la prophylaxie antifongique qui s'est considérablement améliorée avec un large spectre et une meilleure tolérance, la chimiothérapie ambulatoire, l'introduction et la généralisation de nouveaux traitements immunosuppresseurs. D'autre part, les patients bénéficiant d'une prise en charge de leur maladie de fond bien meilleure sont maintenant à risque plus longtemps, avec une survie qui est augmentée, mais qui rend aussi fragile vis-à-vis d'un certain nombre de germes environnementaux. La découverte de nouveaux facteurs de risque, notamment via les biothérapies. Et puis, donc, des pratiques qui sont extrêmement variables et hétérogènes sur le territoire. C'est le constat de l'étude qui a été faite sur 149 hôpitaux et qui vient d'être récemment publiée dans le journal de mycologie médicale. Et je n'ai repris ici qu'un seul tableau qui récapitule un certain nombre d'éléments, que ce soit le traitement de l'air, que ce soit l'utilisation de masques, de gants, de surblouses, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais donc cet article est maintenant disponible. Et vous voyez que selon que l'on est dans un établissement hospitalier, universitaire, un établissement général ou bien un établissement privé, alors les pratiques peuvent considérablement changer. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une recommandation formalisée d'experts, avec la promotion de la Société française d'hygiène hospitalière et de la Société française de mycologie médicale, mais aussi l'intérêt de tout un travail pluriprofessionnel. Et vous voyez affiché à droite ici les différentes sociétés savantes qui ont participé, soit à la rédaction, soit à la relecture de ces recommandations. 4 sous-groupes de travail ont été définis. Et pour chacun de ces thèmes, des sous-questions ont été posées, et c'est la méthode GRADE qui a été utilisée chaque fois que les données de la littérature le permettaient. Alors, si on récapitule les questions, et donc moi je vais aborder les deux premières sur la définition des patients immunodéprimés à risque infectieux élevé, intermédiaire et faible, et puis d'autre part sur le traitement de l'air à recommander. Et puis Jean-Ralph abordera les questions sur les précautions complémentaires qu'il faut recommander pour les patients immunodéprimés à risque d'infection et d'une manière générale la maîtrise globale de l'environnement chez les patients immunodéprimés à risque d'infection. Vous avez sur la droite donc les groupes qui répondaient à ces questions avec un pilote et puis un chargé de bibliographie et ensuite des experts qui étaient avec des compétences et des origines multiples, ce qui a donné la richesse de ce travail. Alors tout d'abord, la définition des patients à risque élevé. Cette définition, elle n'est pas toujours simple, hein, puisque selon la façon dont on se pose la question et le domaine dans lequel on le discute, on peut avoir des définitions un petit peu variables. Là, ici, l'objectif a été vraiment de se mettre dans une position de travail de terrain et d'identification des patients sur 3 risques majeurs, puisque là, on est sur les risques environnementaux, l'aspergillose invasive, la pneumocystose et le risque bactérien. Je n'ai cité ici que dans la colonne les patients à risque élevé, mais il y a dans le document les patients considérés comme à risque intermédiaire ou comme à risque faible. Alors, pourquoi les risques élevés? Bon, parce que c'est ceux qui font le moins l'objet de débats. Il y a bien sûr les leucémies aiguës myéloblastiques, les syndromes myélodysplasiques acutisés, les allogreffés de cellules souches hématopoïétiques, avec GVH ou corticothérapie à forte dose. La neutropénie reste une question évidemment essentielle en termes de risque, avec la notion de profondeur inférieure à 500 polynucléaires neutrophiles et de durée supérieure à 10 jours. Rappeler ces notions de profondeur et de durée de neutropénie, c'est important parce que dans le sondage et dans l'enquête qui a été faite sur les 149 centres, on observe que la définition de la neutropénie n'est pas la même d'un établissement à l'autre. Donc là, l'objectif était d'homogénéiser en fonction des données de la littérature internationale. Puis d'autre part, les transplantés, pulmonaires surtout, cardiaques également, sont à risque. Et enfin, les patients ayant un déficit immunitaire, notamment déficit immunitaire congénital. Tous ces patients sont très à risque d'aspergillose invasive, mais il faut quand même souligner que de manière très récente,
l'introduction de la chimioprophylaxie, de la prophylaxie antifongique à large spectre a permis de diminuer considérablement l'incidence de l'aspergillose invasive. En ce qui concerne la pneumocystose, eh bien, en fait, les principaux facteurs de risque sont le déficit de l'immunité cellulaire sans prophylaxie, la leucémie aiguë lymphoïde, le lymphome non-Hodgkinien, les hémopathies lymphoïdes traitées, l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, la transplantation d'organes solides dans les 6 premiers mois, des traitements par immunosuppresseurs et biothérapie que sont les anti-CD20 et anti-CD52, les analogues des purines, et puis la vascularité des petits vaisseaux et moyens vaisseaux. Enfin, sur le plan du risque bactérien, les allogreffés de cellules souches hématopoïétiques, mais aussi allogreffés de moelle, la neutropénie profonde, cette fois-ci considérée à une barre à 200 par millimètre cube, et puis la neutropénie supérieure à 10 jours. Alors pour vous donner un ordre d'idée de l'incidence de ces infections, qui sont quand même extrêmement graves et qui mettent évidemment en péril le pronostic du patient, je vous ai rappelé ici, parce qu'on a pu faire un travail récemment paru en 2016 dans le journal de mycologie médicale également sur une estimation populationnelle de la charge des infections fongiques graves en termes d'aspergillose invasive et de pneumocystose. Eh bien, on estime qu'il y a entre 1500 et 2000 cas par an. Alors, vous l'avez compris, l'aspergillose est un événement essentiel dans ces infections à risque environnemental chez le patient immunodéprimé, avec, si on regarde la droite de ce schéma, les polynucléaires neutrophiles qui sont les cellules essentielles de la défense, et lorsqu'on ne les a pas, lorsqu'on est en neutropénie typiquement, eh bien, les filaments se multiplient, mais ceci provient de l'inhalation de spores qui se retrouvent dans l'environnement. Et donc, d'où la flèche rouge, tout l'intérêt est de voir comment on peut travailler à la séparation entre un air pollué et un patient à risque. Alors, quelles sont les données de la littérature? L'évaluation de la performance des différentes méthodes de traitement de l'air pour stopper la propagation de spores fongiques. Quand on analyse la littérature, on observe qu'il y a assez peu de données pertinentes concernant les autres micro-organismes. Ça se concentre donc essentiellement sur Aspergillus, avec deux questions qui se posent. Est-ce que les méthodes de traitement de l'air permettent de diminuer la charge microbienne de l'air? Et d'autre part, est-ce qu'elles permettent de diminuer l'acquisition des maladies infectieuses, c'est-à-dire de l'aspergillose invasive? Là, c'est vraiment important de garder en tête cela parce que vous verrez que les résultats sont différents selon le critère que l'on utilise. Alors, le décryptage de l'analyse de la littérature montre quoi? Qu'il y a de nombreuses études randomisées qui sont plutôt anciennes, puisque désormais, on estime que prendre un risque de faire une étude randomisée avec traitement de l'air et sans traitement de l'air, c'est une prise de risque pour le patient. Donc on a plus maintenant d'études non randomisées. Le critère de jugement, il peut être variable, ça peut être la mortalité, l'infection fongique, la charge environnementale. Les résultats, ils sont plutôt contradictoires, mais globalement, il y a une réduction des infections fongiques de 5 à 8%, on va voir ça tout de suite. Et en revanche, sur la contamination environnementale, alors les systèmes de traitement de l'air ont une vraie efficacité en termes de réduction de la charge environnementale. Ces données permettent d'arriver à plusieurs recommandations donc, qui sont formulées dans la question 2 du document. D'une part, pour la recommandation 1, il est fortement recommandé d'héberger des patients à risque élevé dans un secteur à environnement maîtrisé, dans une chambre individuelle avec traitement de l'air. C'est un point qui désormais est acquis et classé en A2 par le groupe d'experts relecteurs. Alors ceci se base sur l'analyse de la littérature et je vous ai mis dans un premier temps les différents papiers qui présentent les résultats sur l'incidence de l'infection ou la mortalité. On ne parle pas d'environnement ici, on parle vraiment d'incidence de l'aspergillose invasive. Lorsque la référence est soulignée en vert, c'est qu'il y a une différence significative, que vous voyez dans la colonne conclusion, DS pour différence significative, avec une diminution, par exemple ici pour ce premier papier, de l'incidence de l'aspergillose invasive. C'est le cas dans le quatrième papier de ce tableau. En revanche, on est en rouge lorsqu'il y a une significative qui est observée sur l'infection des aspergilloses invasives.
sur l'incidence des aspergilloses invasives. Donc voilà pour 4 papiers qui se déclinent entre 1996 et 2010. Et puis vous en voyez d'autres ici. Et donc vous voyez qu'il y a un panachage entre des études qui montrent une différence significative, vous en avez encore 2 ici, et puis des études qui montrent une absence de différence significative, qui sont en rouge. Au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a ce papier d'Ekman et collaborateurs qui est une méta-analyse et qui est en fait un peu à prendre avec des pincettes parce que les auteurs disent que finalement la différence est non significative. Lorsqu'ils excluent quelques papiers, elle devient significative. Ce qu'il faut savoir, c'est que les papiers qui poussent la méta-analyse vers la non-significativité sont tous très anciens, à un moment donné où le diagnostic n'était pas tout à fait le même. Et donc les auteurs au total concluent que en fait, la tendance est telle qu'ils considèrent qu'il y a euh, un intérêt au traitement de l'air. Mais cette méta-analyse est néanmoins souvent prise par les contradicteurs de l'intérêt du traitement de l'air comme un exemple qui montre la non-significativité. Donc voilà pour les infections. Ici, vous avez les résultats sur la charge fongique environnementale, et là, il n'y a vraiment pas de débat. Il y a 2 tableaux d'articles qui ont été publiés, qui sont tous en vert, à l'exception d'un papier qui ne montrait pas de différence significative. Et donc, vous le voyez clairement, les modalités de traitement de l'air diminuent la charge fongique environnementale et dans un certain nombre de situations, diminuent l'incidence des infections fongiques invasives. Donc, en termes de commentaires sur cette recommandation 1, le patient devrait être hospitalisé dans une chambre individuelle, de préférence avec un sas d'entrée et un système de traitement de l'air possédant une cascade de pression permettant d'obtenir une surpression d'au moins 15 pascal. C'est-à-dire que là, on donne quelques éléments clés qui définissent ce qu'est un traitement de l'air efficace. Avec, d'autre part, l'utilisation des filtres EPA pour High Efficiency Particulate Arresting et un taux de renouvellement d'air minimal de 20 volumeurs ce taux minimal est considéré comme indispensable. Donc vous avez ici la description des caractéristiques d'un traitement de l'air efficace. Mais vous observez qu'en fait c'est une succession de plusieurs mesures et il n'est pas possible de dire quelle est la mesure qui contribue le plus à l'efficacité. Est-ce que c'est uniquement les filtres EPA? Est-ce que c'est les cascades de pression positive? Est-ce que c'est le sas d'entrée, etc. Cette association de mesures était déjà proposée par le CDC d'Atlanta dans la prévention des aspergilloses invasives. Alors, j'essaie de passer ma diapo suivante. Voilà, on arrive à la recommandation 2 de la question 2. En l'absence d'un secteur à environnement maîtrisé, il est possible d'utiliser un système mobile de traitement d'air pour diminuer la charge fongique environnementale, mais sans que l'on dispose actuellement d'une preuve formelle sur la diminution d'incidence des aspergilloses invasives. Ceci explique la recommandation au niveau C3. C'est-à-dire que là, on a bien la différence entre un système de traitement d'air centralisé, tel qu'on l'a décrit tout à l'heure, avec filtration EPA, avec SAS, avec renouvellement d'air, et les systèmes de traitement mobile que l'on voit apparaître sur le marché, qui vont être efficaces sur la charge fongique environnementale, mais dont on n'est pas sûr qu'ils vont diminuer l'incidence de l'infection fongique. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici. Ces systèmes diminuent clairement la charge fongique environnementale. Néanmoins, quand on ouvre les portes, quand on ouvre les fenêtres, quand il y a du passage de personnes, du passage de matériel, alors il y a un risque de réintroduire des spores. Aucun système actuellement disponible n'a fait la preuve formelle de sa supériorité. Ils ont tous globalement, et selon des technologies différentes, une efficacité sur cette charge environnementale. Ceci peut être proposé en cas de période à risque particulière ou en cas d'hospitalisation de patients à risque élevé dans un secteur non protégé et en cas de prophylaxie antifongique. Néanmoins, ça c'est une situation dégradée. Si on a un patient à risque élevé, il faut considérer qu'il faut l'hospitaliser dans un secteur protégé, comme on l'a vu dans la recommandation 1.
Il peut s'agir d'un système de traitement de l'air avec un plafond soufflant et flux laminaire. C'est le cas du système plasmaire avec un plafond soufflant. Mais en cas de système mobile qui n'a pas de plafond soufflant, il n'y a alors pas de garantie de diminuer le risque d'acquisition d'une infection fongique. Ça, c'est un point qu'il faut garder en tête. Quel traitement de l'air toujours pour les patients à risque, cette fois-ci en situation de travaux? Vous savez que les situations de travaux sont très fréquentes dans tous nos établissements. Eh bien, en période de travaux dans un service ou à proximité d'un service hébergeant des patients à risque, il est fortement recommandé de se référer aux recommandations du guide Travaux SF2H SFMM qui a initié la collaboration entre nos deux sociétés savantes et qui a abouti à ce document que vous connaissez sûrement. Sinon, je vous renvoie vers les sites des deux sociétés savantes où il est en accès libre. Ce guide Travaux est très précieux parce qu'il propose une méthodologie pour mettre en place une étude d'impact et des mesures de prévention et de surveillance de la qualité de l'air. C'est un document qui fait désormais référence et qui s'est voulu très pratique et le retour d'un certain nombre de centres est vraiment que son utilisation est très pratique. Donc voilà, j'en ai fini pour la première partie. Les remerciements seront également en fin de toute présentation, mais je souhaitais remercier l'ensemble des professionnels qui ont participé à cette RFE. Et je passe la parole à Jean-Ralph. Merci Jean-Pierre. Donc peut-être avant de, Jean-Ralph peut venir avec nous, peut-être avant d'attaquer directement, on va voir avec Thierry s'il y a déjà quelques questions qui ont pu être euh, identifiées, qui mériteraient d'être posées. Alors actuellement, donc il n'y a pas encore de questions qui sont venues par le biais de l'outil informatique. Là, enfin, on a une question qui était arrivée avant la réunion que je vais poser en attendant que d'autres questions arrivent. En fait, c'est une question de Pascal Bailly qui écrit de Besançon. En fait, sur la classification du patient à risque, notamment en patient d'hémato, où elle disait finalement que les patients, il y a ceux qui ont une prophylaxie antifongique, un risque intermédiaire, et ceux qui n'ont pas de prophylaxie, qui sont donc un risque élevé. Et elle disait que la prophylaxie n'est pas active sur la mucormycose, et donc elle se demandait si finalement on ne tient pas compte de la mucormycose, et est-ce qu'il ne fallait pas en tenir compte malgré tout? Oui, alors c'est vrai que ça fait partie des données épidémiologiques émergentes hein, sur l'augmentation de la détection de mucormycose chez les patients immunodéprimés. Néanmoins, l'incidence est beaucoup plus faible que celle des aspergilloses invasives. Et donc l'objectif actuellement principal, il est d'avoir une chimioprophylaxie qui est efficace contre Aspergillus. Alors, ça n'empêche que les mucormycoses, on en voit, mais on n'en voit pas seulement chez les patients immunodéprimés à haut risque, on en voit aussi chez les diabétiques, hein, qui sont le diabète est un facteur de risque majeur des mucormycoses. Et là, dans ces cas-là, les patients sont exposés éventuellement, y compris lorsqu'ils sont chez eux et pas seulement à l'hôpital. Donc on n'est pas tout à fait dans le même contexte. C'est clair que l'intérêt du traitement de l'air permet de lutter à la fois contre les spores aspergillaires, mais aussi contre ces autres champignons. Mais la prophylaxie, même si elle est restreinte entre guillemets à Aspergillus, a permis vraiment de considérer qu'on diminuait le risque des infections fongiques invasives chez ces patients. Ok. D'accord. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Jean-Pierre. J'en profite pour te remercier à nouveau, puis pour remercier la Société française de mycologie médicale pour ce partenariat très positif depuis plusieurs années. Donc, on va switcher vers la deuxième partie de la présentation. Et Jean-Ralph vous a préparé deux QCM, donc on va essayer de lancer le premier. Donc, vous devez l'avoir à l'écran et vous pouvez voter donc pour une ou plusieurs réponses que vous jugez propices et adaptées. Allez-y, allez-y. N'ayez pas peur, on n'a pas de traçabilité du nom de ceux qui répondent et de quel est le contenu de leur réponse. Donc vous pouvez vous lâcher. Tout
à l'heure, on a fait un peu plus de 50%, on arrive à 40%. Allez, allez, votez, votez. Allez, on vous laisse encore 10 secondes pour voter. On a les 60%, 65%, c'est joli. Allez, les derniers, 71%. Bon, plus de regrets. Allez, on ferme le vote. Et on va le partager, les réponses, et Jean-Ralph va pouvoir nous les commenter. Et donc l'idée, bonjour tout le monde. Donc l'idée était de savoir finalement quelles étaient les indications du masque chirurgical chez ces patients-là. Ce qu'il faut absolument souligner, c'est probablement la seule réponse non discutable, c'est que finalement, lorsque vous avez un risque aspergillaire, ce n'est pas le masque chirurgical qui permet de lutter contre ce risque-là, mais le masque FFP2. Donc je pense que là, c'est clair. Donc à cette première question, il fallait répondre que ce n'était pas le cas, ce n'est pas une indication. Quant aux trois autres, la présence des symptômes respiratoires chez le soignant, on est dans le cadre des précautions standards. En entrant dans une chambre à air maîtrisé, nous avons retenu cela et j'irai tout à l'heure vous apporter un petit peu d'informations autour de cette recommandation. Et au contact des patients à risque élevé en toute saison, clairement, en toute saison peut être discuté, mais nous avons retenu l'hypothèse que les patients qui sont à risque élevé sont à risque élevé d'acquérir un certain nombre d'agents pathogènes viraux et donc de faire des maladies graves. Tout à l'heure, Jean-Pierre vous a souligné le VRS, et donc là aussi, c'est une indication formelle au port du masque chirurgical. Merci Jean-Ralph. Donc on va enchaîner sur ton dernier QCM. Donc on va à nouveau lancer pour ouvrir le vote pour une petite trentaine de secondes. Allez-y. Sur une question pratique et pragmatique. C'est le dernier QCM, donc là, vous pouvez vous lâcher, on devrait avoir du 80% de vote, voire plus. Allez, allez, c'est timide encore, on n'a même pas atteint la moitié. On se laisse 15 secondes encore. Des questions que vous avez forcément si vous avez un service d'hémato dans votre établissement. Allez, 4 secondes les derniers. On a passé les 80%, c'est parfait. On va partager les résultats. Jean-Ralph, ça va être à toi pour les commenter. Très bien. Donc là, c'est une question qui est relativement difficile parce que nous avons un certain nombre de recommandations dans nos services sans qu'on ait beaucoup d'éléments dans la littérature qui puissent nous aider et qu'un certain nombre de collègues font un parallèle avec les quelques épidémies décrites, par exemple, dans des unités de néonatologie. En fait, il n'y a aucun objet qui est à bannir finalement dans les chambres de patients ayant un air maîtrisé. Il faut savoir que le risque est faible lié à ces différents éléments-là, qu'il est très difficile de stériliser les téléphones portables et les ordinateurs portables et que le risque doit être balancé par le bénéfice d'avoir un contact avec l'extérieur par l'aide de ces outils-là. Donc, en pratique, nous avons retenu qu'il n'y avait aucune de ces positions qui était acceptable et que finalement, nous pouvions introduire un certain nombre d'objets. Il est évident qu'il faut entretenir ces objets-là, mais de là à les stériliser, nous n'avons aucune donnée dans la littérature qui puisse nous aider à aller dans ce sens-là. Voilà. Bien, merci beaucoup Jean-Ralph. Donc, je vais essayer de te passer la main en étant un peu plus performant que la première fois. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, tu devrais pouvoir avoir la présentation et puis nous faire ta présentation sur les deux dernières questions. C'est à toi. Alors, montrer mon écran. Est-ce que tu vois mon écran? Ah, ce n'est pas encore le cas. Je crois que là, les collègues ne voient pas l'écran. A priori, je pense qu'on doit te voir, mais tu n'es pas Oui, encore en mode plein écran. Tu n'es pas en mode plein écran, mais on voit ton écran à toi, mais t'es pas. Non, là, on voit plus ton écran. Là, tu vois mon écran. Là, c'est parfait. Mets ton diaporama en mode plein écran, qu'on puisse mieux le voir.
Ce sera parfait. Alors, il faut que j'arrive à accéder. 30 secondes. Alors, est-ce que tu... Je vais... Là, mon écran, vous le voyez, c'est ça? Non, là, on te voit, là, on voit plus l'écran. Ah, alors attends. 30 secondes, 30 secondes. Oui, on va essayer. Voilà. Alors, ça doit être comme ça. Le problème... On a perdu l'image de la dia, là. On te voit plein d'écran sur la webcam, mais on te voit plus, on voit pas les dia. Alors, on va essayer de faire tout ça comme ça. Voilà, là, c'est bon. Là, tu me vois, c'est ça? On voit ton ordinateur, mais il faut que tu mettes sur l'ordi en plein écran ta dia, ça sera plus visible. Ça sera parfait. Alors, je vais aller comme ça. Et voilà, je crois que c'est comme ça. Est-ce que là, vous voyez quelque chose ou pas du tout? Ça réfléchit, et ça va arriver, je pense. Ça réfléchit tant que la dia se passe, mais je pense qu'on est sur le... Là, c'est noir, mais je sais pas pourquoi. Voilà, c'est bon. Tu peux y aller. Ok, donc les deux questions. Alors, je vais passer très vite sur ce qu'a présenté Jean-Pierre parce que j'avais à peu près apporté des mêmes diapositives au départ, juste pour rappeler que effectivement, toute la difficulté que nous avons actuellement, c'est de faire la part des choses entre les trois acteurs, je dirais. Le premier qui est le réservoir et son importance, le deuxième c'est le mode de transmission et le troisième c'est l'hôte. Et une des difficultés que nous avons actuellement, c'est que finalement, il y a de plus en plus de patients qui sont immunodéprimés, que nous avons du mal à identifier au sein des immunodéprimés les risques liés à différents agents pathogènes et différents réservoirs, hein, et que s'il y a des choses qui semblent un peu plus claires pour les patients d'hématologie, ce n'est pas le cas pour les autres patients, notamment ceux qui reçoivent par exemple des anticorps anti-CD20 dans le cadre des maladies immunologiques. Et donc, dans notre réflexion, nous étions dit que finalement, il fallait qu'on prenne en compte ces différents facteurs-là et les différents traitements reçus chez les patients, et que dans les éléments qu'il fallait quand même mettre en place, c'était aussi le fait que les patients étaient de plus en plus pris en charge de façon ambulatoire ou dans des services ou des secteurs de soins de suite, et que les séjours dans les unités dites protégées ou dans les unités aiguës étaient de plus en plus courts de par le changement de nos pratiques médicales. Alors, je passe sur le patient neutropénique parce que Jean-Pierre a beaucoup insisté là-dessus et je suis tout à fait d'accord sur le fait que nous avons des éléments qui nous permettent d'identifier au sein de ces patients-là ceux qui sont le plus à risque d'avoir ou d'acquérir un agent pathogène d'origine environnementale. Que malheureusement, sur l'enquête que nous avions faite effectivement au sein de la société, des deux sociétés, nous avions mis en évidence que finalement c'était rarement pris en compte dans les recommandations, et que si chez le patient d'hématologie on sait le faire et on devrait le faire, ça reste plus difficile pour les autres patients. Alors, quels sont les moyens que nous avons, les moyens physiques que nous avons de prévenir finalement ces différentes infections? Il y a certainement la place de la chambre individuelle, qu'elle soit avec ou sans traitement d'air, et je reviendrai là-dessus. Deuxièmement, les mesures de protection personnelle, comme le port de masque, comme l'hygiène des mains, la protection de la tenue professionnelle. Nous nous sommes posé la question sur l'intérêt des charlottes et des surchaussures, et puis nous sommes allés un peu plus loin sur le risque endogène, notamment par ingestion d'agents pathogènes, et sur la place de l'alimentation protégée, voire stérile. Et enfin, si vous voulez arriver au must du must, des mesures de prévention dites barrières, vous pouvez introduire à tout cela le SAS et le traitement d'air. Nous n'avons pas du tout abordé dans le cadre de cette RFE deux points qui nous paraissaient importants, mais qui étaient en dehors du champ et qui nécessitaient peut-être beaucoup plus de données que celles dont nous possédions à ce moment-là, qui sont l'intérêt de l'antibiothérapie et notamment de la désinfection digestive sélective. Et le deuxième, certainement, la vaccination non seulement des soignants, mais la vaccination des patients eux-mêmes et la vaccination de leur famille. Et donc ces deux sujets-là n'ont pas été abordés. Pour rappeler simplement que l'intérêt des mesures doit être réfléchi en fonction du type de risque et que nous avions réparti le risque de façon un peu artificielle en disant que le risque pouvait être soit endogène à partir de bactéries et de levures et que la méthode peut-être la plus efficace serait la décontamination digestive, soit exogène. Et là, il y avait deux réservoirs potentiels, le réservoir humain avec deux risques, un risque bactérien et un risque viral, et le réservoir environnemental avec certainement un risque champignon et un risque viral, et peut-être un risque bactérien,
en pensant essentiellement à la transmission gouttelette et au risque strepto, pneumo ou éventuellement coqueluche. Et pour le risque exogène, nous étions dit que finalement, en réfléchissant bien, les mesures qui permettraient de maîtriser ce risque-là seraient l'isolement en chambre individuelle, le port de masque et dans quelle indication, l'hygiène des mains, le traitement d'air pour le risque champignon-virus, et Jean-Pierre en a parlé, la filtration de l'eau pour le risque lié à l'ingestion d'eau ou à l'aérosolisation de l'eau, et l'alimentation protégée pour tout ce qui était en rapport avec l'ingestion alimentaire et l'ingestion d'aliments qui pouvaient être contaminés. Une des questions qui nous était posée, c'était de savoir finalement qui devrait bénéficier de cet isolement protecteur et pourquoi, en fait. Et autant sur les deux premières questions, Jean-Pierre et nous avions des données assez claires pour dire qui devait avoir un traitement d'air et dans quelle situation pour réduire le risque lié aux champignons filamenteux. Autant pour le reste, nous avions très peu de données et nous sommes partis chercher ces données-là pour essayer de répondre aux différentes questions qui nous étaient posées. Je passe sur cette diapositive qui était l'un des justificatifs de cette RFE, qui consistait à dire que les pratiques avaient changé et qu'il était urgent d'homogénéiser nos recommandations, notamment pour les collègues qui travaillaient soit en soins de suite, soit éventuellement en structure privée et qui nécessitaient d'avoir un cadre qui pouvait les aider dans cette démarche-là. Les deux questions auxquelles je vais répondre à partir de la réponse qu'a donnée le groupe de la RFE sont les suivantes. La première, c'est quelles sont les mesures à mettre en place en complément des précautions standards et qui permettent une réduction du risque infectieux, avec en toile de fond toujours le risque exogène. Et la deuxième, quels sont les risques et les moyens de prévention qui sont liés à l'introduction de dispositifs médicaux et autres objets ou visiteurs, et quel est et pour qui l'intérêt de la chambre individuelle. Alors, juste pour rappeler un petit peu, je vous ai fait un petit résumé en 4 points de ce que nous avions comme données de la littérature pour répondre à la première question. D'abord, très peu d'études dans la littérature, avec des critères de jugement extrêmement variables, qui pouvaient aller de la comparaison de patients isolés à de patients non isolés, avec les conséquences de l'isolement en termes de réduction du syndrome fébrile. Alors, on sait très bien que la fièvre n'est pas liée simplement à l'isolement ou à l'acquisition d'agents pathogènes, mais à d'autres multiples facteurs, dont la maladie sous-jacente. Deuxièmement, nous avions un vrai problème dans l'analyse de la littérature, c'est qu'on n'évaluait pas une mesure corrective particulière, mais comme généralement en hygiène hospitalière, un bundle de mesures dont on ne savait plus finalement dans ce bundle de mesures qu'est-ce qui revenait à l'isolement protecteur et qu'est-ce qui pouvait revenir à la décontamination digestive associée ou éventuellement au traitement d'air. Et beaucoup d'études confondaient ces différentes mesures de protection. Qu'il n'y a pas d'études sur l'intérêt de la coiffe ou des gants au contact des patients et que depuis l'introduction des solutions hydroalcooliques, cette question doit être remise un petit peu au goût du jour parce qu'on connaît l'efficacité des solutions hydroalcooliques et on peut se poser la question de l'intérêt des gants portés dans certains services de façon systématique au contact des patients immunodéprimés et notamment au contact des patients neutropéniques. Et puis, nous parlerons de l'intérêt du port du masque, notamment FFP2, et j'ai bien souligné risque aspergillaire en faisant allusion au QCM que nous avions proposé en début de présentation. Alors voilà ce que nous avons sur ce que j'appellerais la protection de la tenue professionnelle en général. Nous avons 3 études qui sont anciennes puisqu'elles remontent maintenant à peu près une vingtaine d'années, dont une seule est randomisée et une est de type avant-après. La dernière est en rétrospective, qui s'est adressée à des populations tout à fait différentes. Nous avons des autogreffés, nous avons des patients neutropéniques et nous avons des neutropénies post-chimiothérapie. Et vous voyez que l'intervention était très variable. Si on prend la première étude de Duquette-Petersen, c'était la comparaison des surchaussures et des gants dans un groupe versus aucune mesure. Et regardez le comparateur, il s'agissait d'évaluer la durée de l'antibiothérapie et le délai entre l'admission et l'initiation de l'antibiothérapie. Donc on ne voit pas très bien quelle pourrait être la corrélation entre les surchaussures et les gants et ces deux comparateurs. Évidemment, cette étude était non significative. En ce qui concerne l'étude prospective, qui est une étude publiée en 2000 sur des patients neutropéniques ayant des maladies hématologiques ou des cancers solides, donc là aussi, un biais de recrutement certain parce qu'on ne s'adresse pas à la même population et au même risque. Cette étude évaluait 2 choses, le port systématique de la surclouse aux précautions universelles et l'objectif principal était d'évaluer
la réduction des épisodes infectieux ou l'utilisation des facteurs de croissance hématopéditique ou même encore l'utilisation des antibiotiques. Et là aussi, il n'y avait aucune différence dans ce travail-là. Dans l'étude la plus récente, qui est une étude de type cohorte avant-après, qui regardait chez des patients hématologiques ou neutropéniques post-immunothérapie l'intérêt des surchaussures. Là, ce qui avait été évalué, c'était l'incidence des épisodes de neutropénie fébrile et l'étude était non significative. Et vous voyez bien à partir de ce tableau toutes les limites que nous avons pu avoir dans cette RFE pour interpréter les résultats. En tout état de cause, nous avons, à partir des données de la littérature, pu retenir quelques recommandations. D'abord, concernant le masque de protection respiratoire de type FFP2 aux patients à risque élevé lors de leur déplacement hors secteur à environnement maîtrisé pour la prévention du risque aspergillaire. Là, clairement, c'est une recommandation A2, donc un accord fort basé sur des études de cohorte. Et clairement, je fais allusion surtout, il y a deux papiers, un papier de Rad dans les années 2000 et puis il y a le travail de Philippe Berthelot qui avait montré effectivement l'efficacité de cette mesure-là pour réduire le risque. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire qu'un patient à risque, immunodéprimé, à risque élevé, doit porter un masque FFP2 lors de ses déplacements, lorsqu'il sort d'un environnement maîtrisé. En ce qui concerne le masque chirurgical, il est recommandé en cas de symptômes respiratoires comme dans le cadre des précautions standards. Chez les patients à risque élevé et toujours dans l'idée surtout du risque d'infection secondaire et des conséquences de l'infection. Systématiquement en environnement maîtrisé, et nous avons eu beaucoup de discussions autour de ce point-là, et nous avons fini par retenir cette hypothèse parce que il y avait la question de l'exemplarité aussi. Vous rentrez dans un secteur environnement maîtrisé, vous devez respecter un certain nombre de mesures. Et puis, dans les périodes de circulation des virus respiratoires, là, clairement, l'idée générale était de dire que les patients étaient soumis à un réservoir important et donc des risques secondaires importants. En ce qui concerne les secteurs à environnement maîtrisé et surtout les questions du gant, des surchaussures et de la coiffe, nous avons gardé la formulation suivante, la possibilité d'utiliser une protection de la tenue professionnelle et éventuellement une coiffe. Par contre, nous avons écarté et nous avons recommandé de ne pas utiliser des gants systématiques ou de porter des surchaussures. Ces deux éléments venaient du fait que le port de gants était souvent associé à un non-respect de l'hygiène des mains et que probablement que l'hygiène des mains et l'utilisation des solutions hydroalcooliques avaient plus d'effet sur la maîtrise du risque que le port de gants lui-même. Et donc, nous avons gardé certainement le port de gants dans la situation des précautions standards. Quant aux surchaussures, là, clairement, il n'y a aucune donnée dans la littérature et nous avons évité d'utiliser une mesure qui ne semblerait pas apporter un plus, voire qui mettrait peut-être un frein dans le respect des autres mesures. Alors ça, c'est en ce qui concerne l'environnement maîtrisé. Maintenant, si vous avez un patient immunodéprimé et qui est hospitalisé dans un secteur à environnement non maîtrisé, donc dans un service de médecine ou éventuellement nécessaire, donc là, évidemment que nous avons, dans la mesure où nous n'avions pas de données dans la littérature, nous ne pouvions pas retenir ces recommandations-là, et donc nous avions fortement recommandé de ne pas protéger la tenue professionnelle, de ne pas porter de gants, de ne pas porter une coiffe, et de ne pas porter de surchaussures. Nous n'avons aucune preuve de l'intérêt dans la littérature. Les patients sont soumis à une pression, on va dire, de colonisation. Alors là, la littérature, c'est plutôt une littérature descriptive. On a très peu d'études randomisées qui permettent de mettre en évidence, il n'y a pas d'études d'ailleurs randomisées qui permettent de mettre en évidence l'intérêt de ces mesures-là. Il est évident qu'on ne pouvait pas abandonner ces mesures, qu'elles sont fondamentales, que ce soit dans des services à environnement maîtrisé ou pas. Et donc, nous avions recommandé, avec un accord fort du groupe, en l'absence de preuves scientifiques, nous avions recommandé l'entretien des locaux avec des protocoles validés en interne avec des produits bactéricides et fongicides. En ce qui concerne la technique de balayage, on ne pouvait pas aussi là, même en l'absence de données dans la littérature,
passer outre cette question-là, et vous verrez que dans le document, l'argumentaire n'est pas très étoffé, mais c'est parce qu'on est un petit peu pauvre en littérature. On avait retenu l'intérêt et la nécessité d'utiliser une technique de balayage humide pour l'entretien des locaux et des surfaces, toujours dans l'esprit d'éviter de remuer les poussières et donc derrière le risque filamenteux. Alors, en ce qui concerne la maîtrise globale de l'environnement, qu'est-ce que nous pouvions recommander? Nous avons eu 3 cas de figure importantes auxquels il fallait répondre. D'abord, fallait-il utiliser absolument une alimentation stérile? Et sinon, quel type d'alimentation fallait-il utiliser? Le deuxième point, c'était le point lié à l'eau. Autant la question de la légionelle était tout à fait réglée, et donc là, comme pour les autres services à risque, l'eau devait être filtrée. C'est la question de Pseudomonas aeruginosa qui a été mise en avant, et le risque effectivement d'ingestion de Pseudomonas aeruginosa et d'infection secondaire à Pseudomonas aeruginosa. Et donc on a beaucoup réfléchi aux données de la littérature et à l'intérêt de filtrer pour protéger de Pseudomonas aeruginosa. Et puis la troisième question que nous avons abordée par le QCM, qui sont la place du linge, des jouets et des objets, en sachant que vous verrez qu'il n'y a aucune étude dans la littérature qui permet de comparer des objets décontaminés à des objets non décontaminés. Je vais m'arrêter un petit peu sur l'alimentation pour vous dire que c'est peut-être le domaine dans lequel nous avons le plus de données de la littérature, puisqu'il y a 2 méta-analyses qui suggèrent l'absence de différence entre une alimentation à faible risque bactérien et l'alimentation normale. Il est important aussi de souligner ici que ce qui a été évalué, c'est l'alimentation à faible risque bactérien et non pas l'alimentation stérile. Et donc, je vous montrerai tout à l'heure ce que nous avons retenu comme étant une alimentation à faible risque bactérien. Alors voilà, nous avons donc, à partir des données de la littérature et en se basant beaucoup sur le document de nos collègues anglo-saxons, nous avions repris les aliments les plus à risque pour essayer de les classer en aliments possiblement administrables chez les patients à risque élevé et ceux qui sont à éviter. On parle bien de la catégorie des patients à risque élevé, sachant qu'on était parti sur le fait que à ingérer un inoculum bactérien chez ces patients-là les exposer à une infection secondaire, ce qui est moins vrai chez les patients de risque intermédiaire ou de risque faible. Et donc, vous avez une liste ici d'aliments répartis par classe alimentaire. Elle n'est probablement pas exhaustive, mais elle permet de vous aider sur les recommandations qu'on pourrait donner à nos patients. Voilà, donc concernant les recommandations, voilà ce que nous avons finalement retenu. Donc, toujours en s'adressant aux patients à risque élevé qui sont hospitalisés dans des secteurs où il y a un air maîtrisé, nous avons proposé, nous avons recommandé, pas recommandé, excusez-moi, nous avons souligné qu'il était possible de proposer une alimentation à faible risque. Donc, nous ne nous sommes pas positionnés, nous avons gardé une position un petit peu neutre, malgré les données de la littérature. Et donc, c'est basé sur des études essentiellement de cohorte. En ce qui concerne la filtration de l'eau, là par contre nous avons recommandé une filtration antibactérienne qui permettrait de maîtriser 2 risques, le risque de légionelle et le risque de Pseudomonas aeruginosa, sachant que vous pouvez nous argumenter sur le fait que finalement ces patients vont avoir un court séjour dans les unités hospitalières et que le risque peut persister à l'extérieur chez eux à domicile, ce qui est une réalité. Enfin, en ce qui concerne le linge, alors là, le linge, il n'y a pas de données dans la littérature, il y a beaucoup d'épidémies où on suggère que le linge pourrait être en rapport avec, pourrait être le réservoir. Il y a beaucoup de données sur la contamination du linge par un certain nombre d'agents pathogènes et la contamination de l'air au moment de la réfection des lits, mais très peu de données permettant de comparer le linge stérile au linge non stérile. Ce que nous avons essayé de recommander ici, c'était de protéger le linge, de ne pas, nous ne voyons pas l'intérêt ou les données qui vont dans le sens de l'utilisation de linge stérile. Et donc, nous avons quand même demandé que le linge soit stocké dans un milieu sec et protégé de l'environnement et régulièrement entretenu pour éviter des colonisations, notamment à champignons filamenteux ou éventuellement à bactéries de l'environnement comme Bacillus, qui a déjà été décrit dans la littérature.
Pour revenir simplement sur Pseudomonas aeruginosa et sur l'eau, j'ai oublié de vous souligner quelque chose qui me paraît important, c'est qu'il existe 3 ou 4 études qui ont regardé l'intérêt de la filtration de l'eau dans la réduction des infections nosocomiales à Pseudomonas aeruginosa, notamment chez des patients transplantés, mais des transplantés d'organes, et qui montraient, c'était des études de type avant-après, qui montraient un effet bénéfique de ces filtrations-là, ce qui a poussé effectivement dans le sens aussi d'utiliser ce type de mesures protectrices. En ce qui concerne les jouets plastiques, les ordinateurs et les téléphones, alors il y a eu beaucoup de discussions autour de ce sujet-là, au regard des multiples études dans la littérature qui montrent des contaminations de ce matériel par de la flore cutanée, par éventuellement, et donc un potentiel risque, on va dire, de transmission. Nous avons, en l'absence d'études randomisées ou d'études comparatives, nous avons recommandé qu'il fallait entretenir les jouets plastiques, les ordinateurs et les téléphones de façon juste les nettoyer avec un détergent désinfectant lorsque cela est possible et qu'on ne pouvait les introduire dans ces chambres-là. En ce qui concerne les patients à risque élevé, c'est-à-dire situés ou hospitalisés dans des unités à air protégé, nous avons beaucoup discuté de la place des livres, des journaux et même du papier hygiénique. On était très intéressés par les multiples questions du groupe. Alors tout cela toujours avec l'arrière-pensée du risque aspergillaire et du risque d'augmenter la contamination environnementale à Aspergillus. Et là, clairement, nous avons, en l'absence de données de la littérature, chez des patients qui ont un traitement d'air, nous avons retenu la possibilité d'introduire ce type de matériel en quantité, on va dire, raisonnable pour éviter effectivement un rajout de contamination environnementale. Enfin, pour finir, c'était la question autour de qui sont les patients qui devraient être hospitalisés en chambre individuelle. C'est une question qui est difficile, pour laquelle on a quelques données qui sont liées essentiellement aux bactéries multirésistantes. Il y a quelques données autour des virus, mais on ne sait pas très bien finalement si la chambre individuelle doit être réservée à tous ces patients qui vont passer notamment par des courtes périodes de neutropénie. Et finalement, ce que nous avons retenu, c'est que les patients qui ont un risque élevé, c'est-à-dire les patients qui sont suivis pour leucémie aiguë ou pour myélodysplasie ou ceux qui n'ont pas de prophylaxie, doivent systématiquement avoir une chambre individuelle. Je crois que cette question, elle peut être très largement discutable, mais il faut la mettre en perspective avec la notion de patients qui séjournent en soins de suite et réadaptation. Et ça, c'est un avis personnel, c'est pas l'avis de la RFE. Je pense que c'est un sujet sur lequel il faudrait que nous puissions travailler dans l'avenir pour essayer de comprendre quel est le risque si jamais vous avez un patient qui a un cancer avec une chimiothérapie, un cancer solide avec une chimiothérapie et qui va passer 48 heures de nadir dans votre unité. S'il se retrouve à côté d'un patient porteur par exemple, du virus de la grippe et qui est asymptomatique, est-ce qu'il y a un risque d'acquisition et quelles sont les conséquences ? Il y a aussi, et Jean-Pierre l'a bien souligné, le risque pneumocystose. Et donc, c'est une situation qu'il va falloir réévaluer avec le temps. Avec les données du moment, voilà comment nous avions retenu les recommandations. Alors, juste pour résumer, je reprends ce qui a été montré aussi par Jean-Pierre, c'est-à-dire que nous avez 2 tableaux dans les recommandations, une qui reprend les différents risques liés aux différents agents pathogènes, les différents risques liés au patient lui-même, le risque élevé, intermédiaire et faible, et puis un certain nombre de mesures de prévention que nous vous proposons et qu'il faudra probablement tester dans l'avenir, et ça vous permet un petit peu de vous aider dans les recommandations et de façon ponctuelle lorsque vous avez des questions qui vous sont posées. Alors, il est clair que c'est basé sur les données du moment et que entre la fin de cette RFE et aujourd'hui, il y a eu un certain nombre de données de la littérature qui ont été publiées, notamment sur le risque aspergillaire, et que probablement les choses vont évoluer dans le temps. Alors, juste pour finir, d'abord certainement remercier le groupe. Ça a été un travail qui a été très long et qui a nécessité la mobilisation de tous et de toutes les sociétés savantes. Tout le monde a été d'une aide importante, et notamment les collègues hématologistes, qui, contrairement à ce que les gens peuvent penser, semblent être un peu moins inquiets que nous du fait de l'introduction des prophylaxies. Donc, ils ont un petit peu rééquilibré notre façon de voir les choses, ils nous ont aidés.
C'était extrêmement intéressant d'avoir aussi dans un groupe les collègues de mycologie qui nous ont apporté aussi leur expérience et les données de recherche clinique et les données de fondamentales qui ont permis un petit peu de balancer finalement nos idées préalables qui pouvaient même, chez un certain nombre d'entre nous, être un peu préconçues. Je crois que l'idée, c'est de partager avec les collègues d'hémato, de cancéro, de rhumato, de médecine interne ces recommandations, de les discuter avec eux. Je ne suis pas sûr qu'il faut les imposer comme telles, il faut probablement les adapter à ce que font les collègues et la réussite va dépendre essentiellement de notre approche, de notre capacité à composer, à les partager. Et je voulais juste vous dire que il suffit de les adapter pour les adopter. Voilà, je voulais remercier tout le groupe. Vous avez vu, il y a plein de personnes qui ont participé. Le conseil scientifique de la SF2H a été d'une aide mais phénoménale, surtout sur la fin, la réécriture des recommandations et puis la formulation. C'est jamais évident. Moi, c'était mon premier groupe que je co-animais avec Jean-Pierre Gagneux et vraiment l'aide de tout le monde a été précieuse. Voilà, je suis disponible, je pense, avec Jean-Pierre, qui ne doit pas être très loin, pour essayer de répondre aux questions que cela pourrait susciter. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Ralph, pour ce topo très exhaustif et intéressant. Alors, dans le courrier des lecteurs, des gens se sont émus de ta façon, Jones, de parler des filtres 22 mu. On les rassure, c'est 0, 22, ça n'a pas changé. C'est simplement un style de langage à la Jean-Ralph. Alors, après, Jean-Pierre a dû nous quitter parce qu'il avait un rendez-vous qu'on ne refuse pas avec son directeur général. Donc, Jean-Ralph reste seul face aux questions. Et Thierry, il y en a pas mal, je crois. Oui, enfin, il y a 4 questions, enfin, je les ai un peu regroupées. Une première, je pense qu'elle était pour Jean-Pierre Gagneux, mais peut-être que Jean-Ralph pourra répondre. Anne-Marie Roch se demandait, enfin, finalement, qu'en est-il du risque aspergillère chez les grands brûlés? Alors là, on n'a pas abordé cette question-là, mais le risque aspergillaire, ça fait partie des populations qui sont à haut risque, clairement. Ça fait partie des populations qui sont à haut risque. En fait, on ne les a pas inclus dans notre définition d'immunodéprimé. Donc, on est en dehors de ce champ-là pour nous. On aurait probablement dû le faire, mais clairement, ça fait partie des populations qui sont à risque. Mais on les a pas réfléchis dans cette. On est resté sur le risque cancéro, anti-CD20, maladies immunologiques. On est resté plutôt sur ce risque-là, sur ces catégories-là, pardon. Mais elle a raison, Anne-Marie. Ça fait partie des personnes à risque, certainement. Et c'est un risque élevé. Ça dépend du degré des brûlés. D'accord. Ensuite, il y a eu une question posée par plusieurs personnes, enfin Anne-Marie Rogue, Daniel Bellardo, par rapport au choix du masque FFP2 par rapport au FFP1, notamment en référence à l'inconfort que ça génère chez le patient qui peut avoir des difficultés à gérer ça. Bon, je ne peux pas répondre à la question. Enfin, la seule chose qui a été faite, c'est le masque FFP2 dans le papier de RAD. Je pense que sur Philippe Berthelot, c'était aussi dans mon souvenir le masque FFP2. Donc, c'est tout le problème entre les données de la littérature et la pratique. Personnellement, je n'ai pas assez de recul pour savoir répondre à cette question-là. Je serais tenté de dire que, voilà, l'idée générale, c'était de dire garder le masque FFP2 lors des déplacements. On sait que par ailleurs, on réduit la durée de déplacement de ces patients-là. Et donc, pour un passage au scanner ou à l'échographie, avec la réduction de la durée, je crois que ça devrait passer. Ils ne vont pas rester des heures sous masque FFP2. Donc voilà, c'est peut-être une réponse de Normand, mais je ne saurais pas la formuler différemment. Après, peut-être que Jean-Pierre, toi, vous avez des données autour de FFP1 versus FFP2 spécifiquement sur le risque aspergillaire. Moi, je n'ai pas en tête le souvenir de tel papier. Non, enfin, dans la littérature, ce qui les différencie, c'est les fuites au visage, des choses comme ça, enfin, oui. qui sont. Mais bon, après, c'est vrai que la question était vraiment ce côté sur le patient qui n'est pas forcément très bien du point de vue respiratoire. Le fait d'avoir ce FFP2 peut être plus gênant, mais bon, voilà, c'était ça la question. Alors, je dirais quelque chose d'important. Si le patient n'est pas très bien sur le risque, alors et ça a été redit d'ailleurs par les collègues hématologues de Jean-Pierre n'est pas là, c'est que peut-être que la première question qu'il faudrait qu'on arrive à partager avec les collègues cliniciens, c'est de l'indication d'une sortie d'air maîtrisé. Probablement qu'il y a des sorties d'air maîtrisé qu'on pourrait éviter. Voilà. Et voilà, je pense que, enfin bon,
le risque est un risque plutôt global, à mon sens, et on doit aussi aborder la question sur l'intérêt de la sortie de la chambre à air maîtrisée. Ok, ensuite, il y avait une question en fait sur le choix de ne pas mettre de surchaussures. Et donc, la question qu'on pose parfois, c'est de dire effectivement, pas de surchaussures, est-ce que ça favorise pas effectivement des souillures qui pourraient comporter des spores aspergillaires? Et donc, est-ce que ce n'est pas créer une brèche, enfin un risque? La réponse est oui, c'est certain qu'avec nos chaussures, on apporte un certain nombre de risques aspergillaires. Après, la discussion a été, dans le groupe, a été de dire finalement, on a un traitement d'air. L'objectif du traitement d'air, c'est de réduire tout ce qui est exogène qui va rentrer, et donc on ne maîtrise pas, parce qu'il suffit entre guillemets, de faire passer le chariot de linge pour voir le pic aspergillaire augmenter. Et donc on s'était dit, mais finalement, mettre des surchaussures alors qu'il n'y a aucune preuve dans la littérature, avec le risque par ailleurs, d'abord que les surchaussures soient utilisées à l'extérieur, et deuxièmement que on rate l'essentiel, qui soit dans la gestuelle et dans l'enchaînement, l'hygiène des mains, dans la mesure où il n'y a aucune donnée dans la littérature, que par ailleurs on insiste sur le bio-nettoyage, qu'il y ait un traitement d'air. Ok, oui, on fait rentrer, mais on n'a aucune preuve dans la littérature pour dire que ça réduit le risque. Et donc je pense que personnellement, moi ça ne me choquait pas du tout. Je pense que le risque est global et que souvent on se focalise sur une petite mesure alors que probablement il suffit de réduire le risque dans différentes mesures, et ça on sait le faire entre guillemets. Donc voilà, mais encore une fois, bon, on n'a pas de données, et on a fait peut-être un parallèle avec aussi les gants et l'intérêt de focaliser sur l'hygiène des mains pour les mains, et d'éviter la contamination des mains pour les surchaussures. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la vérité. Hein. D'accord. Ensuite, j'ai une question de Véronique Porlier qui demande des précisions par rapport au détergent désinfectant qui est utilisé en secteur protégé. La question est plus précise, et de dire est-ce qu'il doit être fongicide, donc actif sur Aspergillus, ou seulement lévuricide? C'est une excellente question. Comme ça, intuitivement, je dirais fongicide, voilà, puisque c'est ça l'objectif en trône. Et donc, intuitivement, je dirais fongicide. Et en pratique, dans les services d'hématologie, ce que nous recommandons, c'est plutôt des détergents désinfectants fongicides. Encore une fois, les levures, alors Jean-Pierre n'est pas là pour répondre à la question, mais peut-être que Raoul est de l'autre côté, mais c'est un risque endogène, les levures, essentiellement. Alors oui, il y a certaines, je sais que certains vont faire allusion le nom m'échappe, mais ça va me revenir. Mais en gros, les levures, il faut garder l'hypothèse que c'est endogène, et les filaments, c'est exogène. Et donc, moi, je regarderai l'idée fongicide. D'accord. Alors, j'ai une dernière question d'Anne-Marie Rogue. Si on fait le choix d'utiliser un système de traitement d'air mobile, Oui. donc on n'est pas vraiment dans un secteur environnement maîtrisé complet, hein, alors est-ce qu'il est fortement recommandé de ne pas protéger sa tenue et pas porter de coiffe, etc. Alors, euh, alors, comment je vais répondre à cette question? Je comprends. Alors, si je l'analyse la question, c'est qu'en gros, j'ai un traitement d'air, mais qui n'est pas aussi efficace que la surpression et les filtrés pas. Si en plus je rentre sans coiffe, sans surchaussure, j'augmente probablement le risque aspergillaire et le réservoir. C'est ça. Bon. Alors, ce que je vais dire à Anne-Marie, c'est l'inverse. C'est que finalement, oui, elle a raison, le réservoir va potentiellement augmenter. Je peux vous rassurer, il y avait dans le groupe des gens qui voulaient que l'on réfléchisse aussi sur la barbe des soignants, hein, et sur le risque lié à l'aspergillus sur la barbe des soignants, et qui nous ont montré des données sur les cheveux et le risque aspergillaire. Mais généralement, si Anne-Marie fait le choix d'un traitement d'air mobile, ça veut dire qu'en regard, les patients qu'elle va mettre en place sont des patients dont le risque, au sein du risque élevé, n'est probablement pas un risque très élevé.
Donc aujourd'hui, par exemple, une leucémie aiguë myéloïde à l'induction, si elle est sous une antibioprophylaxie, elle va balancer une prophylaxie antifongique, elle va partir du risque élevé à un risque qui est moindre. Et donc je pense qu'il faut, à mon sens, la réflexion va être une réflexion de le réservoir est plus important, oui, je suis d'accord, mais peut-être que l'autre est moins à risque. Est-ce que j'ai répondu? Elle peut relancer en disant je suis pas d'accord. Ce n'est pas le cas pour le moment, hein. Donc moi j'ai épuisé D'accord. mes questions, hein. Bon, écoutez, messieurs, on a légèrement dépassé le temps, mais on a eu des petits soucis techniques. Donc, je tiens à vous remercier vivement, à remercier tous les participants qui sont restés, d'ailleurs, je le vois jusqu'au bout. C'est notre début, on a eu des petits soucis techniques. J'espère que l'enregistrement aura marché, vous pourrez le revoir en replay, vous et ceux qui n'ont pas pu participer. On essaiera de vous proposer d'autres soirées ou après-midi de ce type pour échanger sur des sujets. Vous pouvez nous faire part aussi de vos souhaits de sujets et on les prendra en compte. Donc, merci à tous et puis à bientôt et à Nice pour ceux qui viendront à Nice, j'espère nombreux. Merci messieurs, à bientôt. Au revoir. Au revoir.